Puck and Goal, les highlights de cette soirée de National League. Vous allez voir tous les buts des 3 matchs qu'on a pu suivre sur notre plateau. On est toujours en compagnie de Geoffrey Vauclair, de Serge Pelletier et de Stéphane Rochette. On va commencer ces highlights avec notre match studio entre Lausanne et le CP Berne. Une victoire lausannoise 4-3 et ça avait commencé par un retour au jeu, un retour au jeu peut-être attendu, c'était Frolic. Finalement, Frolic n'est pas de retour, c'est Paré qui joue. Paré, il y a un retour au jeu, celui-là qui est bien effectif, c'est bien le Canadien du CP Berne, l'ancien lausannois Dustin Jeffrey, qui s'était fait opérer à l'épaule, qui n'avait plus joué depuis le 16 octobre. Très rapidement, on a une grosse occasion pour le CP Berne et c'est Gernat qui joue les sauveurs sur la ligne. Il arrête le tir de Daugavinc de la main. Et de sauveur, le défenseur slovaque va se transformer en Messi pour les Lausannois, puisque c'est lui qui va ouvrir la marque 1-0 sur une passe de Fuchs. Et là, Serge, les défenseurs, peut-être pas trop quand ils se lancent comme ça. Oui, effectivement. Disons que Berne se fait prendre avec un revirement en zone offensive et puis Lausanne en profite justement pour descendre avec une attaque en surnombre. Et puis Gernat s'est bien comporté sur cette descente avec un tir surprise, je dirais, entre les jambes du gardien Vutric. Ouais, on l'a vu sauveur, on l'a vu Messi pour Lausanne. Eh bien, celui qui va se charger de crucifier les Lausannois juste avant la première sirène, c'est Dustin Jeffrey, vieille connaissance du côté de la Vaudoise Arena, ou plutôt de Malais 2.0, puisqu'il avait passé plusieurs saisons sous le maillot du club vaudois. Geoffrey, encore un gars qui traîne autour de la cage, qui sait où se positionner pour aller récupérer les pucks. Exactement, un bon shoot du défenseur de Berne. Malheureusement pour Lausanne, il y a un surnombre. On voit il y a 2 Bernois contre un Lausannois. Et puis ça permet à Justin Jeffrey de pouvoir récupérer ce puck sur un rebond, sur un puck qui était aussi un peu flottant pour Stéphane, qui n'était pas forcément facile à capter, quoi. Ouais, on parle de Stéphane dans les buts, mais Stéphane, sur cette occasion-là, tu l'as montré durant l'émission, il y a quand même une bonne erreur. On laisse beaucoup trop de place à Jeffrey sur ce coup-là. On laisse de la place à Jeffrey. On est 3, c'est parce qu'on en a parlé durant la soirée. Nous, souvent, l'ailier de Lausanne descend profondément. L'ailier va souvent dans le coin, dans la zone. Et là, on s'est retrouvé avec le centre, l'ailier et le défenseur le long de la bande collé. On était 3 Lausannois contre 2 Bernois, donc forcément c'est mathématique, il y a un surnombre de l'autre côté, mais pas qu'à la cage, et puis un joueur de Lausanne qui se retrouve avec 2 à gérer 2 joueurs, puis le rebond est favorable pour Berne. Dans le deuxième tiers, face entre les Lions et les Ours, on va voir 2 buts. Premièrement, le but inscrit en powerplay par le CP Berne et par l'entremise de Dominique Kaoun. C'est d'abord Tobias Stéphane qui fait un premier arrêt extrêmement compliqué. Et finalement, Kaoun se retrouve en bonne position. Face à lui, pas grand monde. Et il arrive à glisser ce puck, vous allez le voir, il va se positionner tout près du poteau, à glisser ce puck dans un trou de souris. Serge Stéphane l'a battu par plus malin que lui. Oui, disons que si Gernat avait été le Messi sur la première action des reflets, il était très lent à réagir sur cette séquence à 4 contre 5. Il laisse tout le temps aux joueurs de Berne, Cohn, justement, de prendre cet avantage avec un beau lancer au ras à la glace. Fuchs, Régis, non, ça c'est le papa, Jason Fuchs. Jason Fuchs avait tapé le poteau en première période. Là, il offre une jolie passe à Francis Paré pour le 2-2, à peine 3 minutes après la prise de pouvoir du CP Berne via Kaoun. Geoffrey, c'est très important dans ce genre de match de revenir très vite quand on est mené à domicile. Ah ben c'est sûr que ça te permet de ne pas douter et puis de surtout faire douter l'équipe adverse. Et moi, ce que je vois sur cette action, c'est la mauvaise prise de décision du défenseur bernois qui force à la bande, ce qui permet à Jason Fuchs de faire une judicieuse passe à Paré, qui arrive à pratiquement, on ne va pas dire 1 contre 0, mais c'est un 2 contre 1, mais il met un très bon shoot. Un shoot très tendu, très efficace. J'ai bien aimé cette action. Et Beat Gerber qui pinche le long de la bande, qui met la pression alors qu'il n'est pas couvert. C'est une mauvaise décision. Un pinch en zone neutre comme ça, c'est toujours très, très risqué. Il faut vraiment que tu sois sûr que le gars les 2 autres gars sont pris puis que le F3, le dernier attaquant, mais là,
c'est une très mauvaise décision de Beat Gerber. C'est pas sa seule mauvaise décision du match. C'est pas la seule ce soir, il y en a eu beaucoup. Hein. Ouais, on l'a vu notamment sur un changement, si je ne me trompe pas. On a vu aussi Jason Fuchs qui avait joué à l'aile, qui avait joué au centre lorsqu'il était à Bienne l'année dernière. Serge, l'arrivée de Jason Fuchs à la Vaudoise Arena, ça commence à payer? Oui, c'est une bonne acquisition parce que Fuchs est un marchand de vitesse. C'est un joueur qui a énormément de vitesse en attaque. Et puis, ça a apporté un peu une dimension que Lausanne avait perdue avec le départ de Malgin, qui avait énormément de vitesse la saison passée. Donc, un dans l'autre, ça permet à Lausanne justement de conserver cette vitesse qui peut être souvent dans un match interprétée un peu comme une intimidation. On peut intimider l'adversaire avec le côté physique, mais également du côté également de la vitesse. On l'a vu sur le dernier but marqué, Beat Gerber justement, qui veut mettre de la pression, se fait battre par la vitesse de Fuchs qui remet à parer et c'est le but. Eh bien, on va passer au troisième tiers de cette période, de cette rencontre et retrouver justement Jason Fuchs, pas passeur, mais Jason Fuchs, buteur sur un service de Gennady Stéphane. Cette fois, il est vraiment parfaitement placé pour la mettre au fond. Gennady a plongé. Je parle souvent du support des défenseurs pour créer de l'attaque. Lausanne a de la peine à marquer des buts. Puis je trouve que le support des attaquants, des défenseurs, ne vient pas souvent. Mais là, vous avez Gennady qui est regardez, il plonge. Il est en haut de votre écran. C'est le défenseur droit sur la séquence. Deux défenseurs sont inversés et ils plongent à la cage. Et c'est lui qui vient créer ce surnombre en bas. Et c'est lui qui vient donner une solution à ces cages. Puis ensuite, Jason Fuchs met la main sur ce rebond. Mais on a clairement 4 Lausannois là, en dessous des hash marks qui supportent l'attaque. On a un autre marchand de vitesse côté lausannois, c'est le top scorer Christophe Berchi qui là se mue en passeur providentiel pour Cody Almond. On revoit les deux défenseurs bernois fondent sur le puck. Kaoun est trop court et Almond peut marquer, Geoffrey. Ouais, vous avez vu le défenseur aussi de Berne qui se jette aussi par terre. Moi, j'ai un peu du mal avec ça parce que si tu veux pouvoir défendre, reste sur tes patins. Jette sur le joueur en pivotant. Donc déjà, si tu jettes sur la glace pour couper la passe, il pivote, donc il passe. C'est Hanauer et Colin Gerber qui étaient sur la glace. Les deux jeunes défenseurs étaient sur la glace sur au moins 2 buts. Ils sont fait avoir. Et sur ce but-là, c'est à 6 contre 5. Après une grosse bataille devant le but, c'est Moser et son quintal là qui arrive à s'imposer. Geoffrey, ça te fait marrer? Ouais, parce que je l'ai connu, moi, son quintal aussi, comme tu dis. Donc c'est vrai que c'est un gros bonhomme qui n'est pas facile à déplacer, un peu dans un style, comme je l'ai dit avant, de Winnick. C'est des gaillards qui sont très très bons devant la cage. Et Stéphane a montré une très belle action, en plus, où il se dégage du défenseur, parce que c'est pas tout d'être gros, il faut pouvoir se dégager. Et Stéphane l'a très bien montré avant dans une de ses analyses, où il pivote autour des défenseurs pour pouvoir avoir le dessus sur le défenseur. Ça fait partie des skills. Quand on en parle de skills, ça s'entraîne, ça se pousser le défenseur, de rouler, d'avoir le timing pour au moment où le puck va arriver devant la cage, tu sois libre, ta canne soit libre. Donc pousser le gars au bon moment, se créer de l'espace, tourner sur lui-même, et c'est compliqué. On a vu, il y a eu une lutte avec Marty et Moser, des bons crush-checks. On est allé, les arbitres avaient rangé le sifflet ce soir, on l'a vu sur cette séquence-là. Marty a même cassé sa canne dans le manche sur Moser. On l'a vu quand il a marqué le but, il a regardé Marty. À un moment donné, un autre Excuse-moi. Donc, Marty a perdu sa canne. C'est un attaquant qui a donné la canne à Marty. Donc, ça a créé un peu la zizanie. C'est lui qui a créé le trouble dans la défense sur cette séquence-là, Moser. Je veux dire que Moser, son bureau, c'est devant le filet. Si Gretzky, c'était derrière, lui, Moser, c'est devant. Ouais, je crois qu'il y a aussi Chris Baltisberger dans ce cas-là. Les défenseurs, les gardiens n'aiment pas beaucoup ce Chris Baltisberger. Mais ça, c'est le type de joueur, c'est peut-être la grosse différence qu'on a avec les nations qui sont au-dessus de nous, le Canada, les équipes. Ils sont très, très bons dans ces choses-là parce que dès leur plus jeune âge, on leur apprend à faire ces mouvements que peut-être en Suisse, ça vient un peu plus tard. Donc c'est ça une des grosses différences qu'on doit travailler en Suisse pour pouvoir monter un petit peu. Tu parleras de ça à ton frère. Ton frère, il va être chef de formation, non? Pas celui qui est scout, celui qui fait des théories. Mais celui qui va entraîner à la joie, tu y en parleras. Il faudrait qu'il fasse ça avec les petits. Là. Ben, il le fait, effectivement. Je suis allé 2-3 fois lui donner un coup de main. Alors, est-ce que c'est vraiment un coup de main quand je vais l'aider? Mais c'est vrai qu'il travaille ça déjà avec des jeunes et on voit que déjà dans la mentalité, dans ces nouvelles générations, bon, ils arrivent aussi à regarder beaucoup plus de matchs que nous. Qu'on pouvait regarder à leur âge. Et on voit que dans la mentalité des jeunes, maintenant, ils commencent à pomper des actions comme ça qu'ils voient
Quand Steph fait une analyse, les jeunes ils regardent, ils essaient d'appliquer ça, c'est très bien. Eh ben voilà, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Après cette rencontre entre Lausanne, cette victoire lausannoise, notre journaliste Jérôme Bechat est allé tendre son micro au gardien du LHC, Tobias Stéphane. Tobias Stéphane, un match très serré ce soir contre le CP Berne. Qu'est-ce qui a fait la différence pour que vous gagniez? Oui, c'est juste, c'était très serré. Je pense que la différence, c'était dans la troisième tiers-temps. On a commencé à dominer, on a vraiment fait une super période et ça, c'était la différence à la fin. On a vu un début de match où vous avez mis la pression sur le CP Berne. C'était ça les mots de John Foust, mettre la pression sur les Bernois? C'est toujours l'objectif de mettre des pressions. Des fois, ça va, des fois, ça ne va pas. Mais aujourd'hui, je pense, oui, c'est vrai, premier tiers-temps, on a bien commencé. Après, c'était un peu up and down, tous les matchs. Et à la fin, on a fait une super solide troisième tiers-temps. Merci beaucoup, Tobias. Oui, super team. Voilà, on a fait le tour de ce match studio entre Lausanne et Berne et il est temps maintenant de se diriger en direction des Vernets pour le résumé de la rencontre entre Genève Servette et les Langnau Tigers. Genève Servette qui évidemment continue de planer sur ses adversaires, un peu à l'image de Sherkan et c'était peut-être une 7e victoire en 8 matchs. Pounenovs devait empêcher les hommes de Yann Cadieux d'y parvenir. Spoiler alerte, il n'y est pas parvenu. Et puis, après 2 minutes, c'est déjà Joël Vermine qui, en powerplay sur des passes de Vatanen et Phil Poula, va ouvrir la marque, Serge. Oui, une belle triangulation là qu'on voit. Le puck circule très rapidement. Et puis, on voit que, justement, Langnau réagit en retard sur la couverture du joueur dans le haut de l'enclave, ce qui permet à Genève d'ouvrir la marque ce soir. Ouais, Vermine qui est en forme, qui retrouve le chemin des filets. Par contre, 12 minutes plus tard, Langnau va égaliser par l'entremise de Pesonen. Il y a un tir d'abord pris par Flavio Schmutz. Et puis, c'est Schilt là, qui est bien placé. C'était à lui d'abord que la Ligue avait donné le but, mais il semble bien que ce soit Pesonen qui est marqué, Stéphane. Oui, Pesonen a probablement touché au puck à la fin. Depuis derrière la cage, on va sûrement le voir un petit peu mieux. Regardez bien ici. Pesonen. Non, c'est la canne de Schilt. Il a fait semblant, c'est moi, mais il y a non. Schilt qui touche le puck, qui est envoyé par Schmutz. C'est bien à lui qui ira ce 1-1. Vermine, encore peu avant la première sirène, sur un service de Tanner Richard, qui a bien géré le défenseur, là. Geoffrey, c'est 2-1 pour Genève avant la première pause. On parlait avant de gagner la place devant la cage. C'est exactement ça. Regardez, il arrive à se démarquer de son défenseur. On parle d'une demi-seconde et ça lui permet de mettre un bon shoot direct. Et Tanner Richard aussi, l'espace qui s'est créé derrière la cage, on l'a vu, tu l'as dit, Jean-Philippe. Il s'est créé de l'espace. Il a bumpé, il a fait un reverse check, un petit bump. Et le défenseur a été un petit peu surpris, déséquilibré. Et depuis que Tanner Richard est revenu, mais Vermine va un peu mieux, non? Ils ont quand même, si on se souvient juste, ils ont quand même évolué ensemble au Syracuse Crunch en AHL pendant 2 saisons ensemble, je crois, il me semble. Ouais. Ils se connaissent bien. Puis Vermine au centre, c'est pas un joueur de centre, on le sait, ça n'allait pas. Et là, à l'aile, ça va un petit peu mieux, moins de responsabilité défensive. Il peut tricher un peu. Richard pour lui donner la rondelle, parce que Richard, c'est un bon passeur. C'est un des meilleurs passeurs de la Ligue, Richard. Et puis aussi, Tanner Richard qui amène son expérience dans les mises en jeu. Serge, ça aussi, c'est quelque chose d'important quand vous êtes sous pression, d'avoir un gars en zone défensive qui est capable de gagner 60%, 65% de ses mises en jeu. Ça, c'est clair, parce que, je veux dire, lorsqu'on gagne des mises en jeu, je pense que tout le monde, tous les joueurs... qu'est-ce qu'ils veulent, c'est jouer avec le puck. Donc, si on commence par gagner justement les mises en jeu, on peut directement se porter à l'attaque, à l'offensive. Et puis, apparemment, je veux dire, Genève, ça leur a réussi de bonne manière ce soir. 377. Ça, c'est un chiffre que vous pouvez garder en tête. Et on va l'utiliser maintenant pour entrer dans ce 3e tiers, puisque Genève, 2e tiers, pardon, Genève va prendre l'avantage, encore marqué le 3-1 par un homme dont on n'a pas l'habitude de voir le nom sur la fiche de score, c'est Marco Maurer. Et ça fait 377 jours que le défenseur défensif de Genève Servette n'avait pas marqué. Voilà pourquoi. Et qui est sur la passe? Richard et un jeune Smirnovs. J'aime bien quand il parle en jour comme ça, parce qu'avec les quarantaines, les blessures, la période estivale et tout, ça a toujours l'air pire. Attends, c'est 44 matchs.
Merci à Pascal Eberhardt, d'ailleurs, notre commentateur pour la stat. Ce sont 377e but. Et sinon, on n'en parle pas du tout, non. Là, vous avez vu le 4-1 de Vatanen, qui est d'une toute autre facture, un défenseur offensif finlandais qui voulait peut-être retrouver la NHL. Hein, je te vois faire une moue, là, Steph. Je pense que s'il est revenu ici, c'est parce que c'est pas mal fini pour lui, l'âge qu'il a, tout ça, mais... je pense qu'il est pas mal à Genève, honnêtement. Bonne petite équipe. Regardez, là, c'est Miranda qui monte entre les deux défenseurs pour créer une espèce de surnombre en haute zone, attirer, faire sortir les joueurs aussi de Langnau, ce qui donne un 2 contre 2. Regardez, vous avez 2 contre 2 devant la cage. Beaucoup d'espace, plus facile pour travailler, plus de chances de mettre la main sur le rebond, évidemment. Et Winnick, encore une fois, lui qui connaît une grosse saison. Honnêtement, Winnick, on n'en parle pas beaucoup. Le Tom Ernest vole la vedette, fait des points, a battu son record de points. Extraordinaire. Mais Winnick, là, une super bonne saison, encore une fois. Moi, j'adore ce joueur depuis des années. J'aime bien son style de jeu. C'est assez intéressant de jeter un petit coup d'œil. On le fera peut-être avec un tableau des stats de Daniel Winnick juste avant le changement d'entraîneur et après. Il y a une grosse progression. Alors, je ne sais pas si Yann Cadieux lui murmure des choses aux oreilles. En tout cas, ça fonctionne. Et puis, on peut quand même parler de Vatanen, hein, qui a eu 2 matchs catastrophiques lors des 2 derniers, notamment le premier tiers contre Ambry où il était complètement à côté de ses patins. Et là, c'est 1 but, 2 passes. Je crois que son gros problème, c'est la régularité, honnêtement. Et je pense qu'il est revenu de la NHL à cause de ça, parce que là-bas, tu ne peux pas te permettre de jouer un match sur 2. Et il me semble que c'est un gars qui est qui joue beaucoup à l'instinct. Et automatiquement, tu prends des risques des fois qui se payent cash contre ton équipe. Et effectivement, le week-end passé, il était, comme tu le dis, catastrophique. Là, ça va beaucoup mieux. On a vu que ce soir, il a joué en powerplay avec Tom Ernest, mais dans une position un peu différente, un peu plus basse, sur le côté à la gauche de Tom Ernest. Mais voilà, moi je pense que c'est un gars qui a énormément de talent, mais des fois il a des prises de décision qui sont un peu douteuses, quoi. 7e victoire en 8 matchs pour Genève Servette. On va écouter la réaction du double buteur du soir, Joël Vermine. Il répond aux questions de Pascal Eberhardt. Joël Vermine, belle soirée offensive pour Genève Servette, victoire maîtrisée aussi contre Langnau. C'était le but ce soir? Oui, je pense que c'était bien mérité les 3 points aujourd'hui. Je pense qu'on a bien joué. On a pu marquer les buts là tout de suite. Alors, je pense qu'ils étaient un peu fatigués de rentrer de Davos. Et puis, ouais, si après des 2-3 buts derrière, c'est dur de revenir. J'ai quand même cru qu'on a fait pas mal des erreurs aussi. Le deuxième tiers-temps en zone neutre. Alors, ça, je pense qu'il faut plus faire pour demain à Berne. Vous avez commencé le match idéalement en premier tir, premier but sur le premier jeu de puissance. On aurait pu attendre une soirée peut-être encore plus porte ouverte. Oui, c'est vraiment toujours très important que les matchs comme ça, que tu peux marquer tout de suite comme ça, tu prends un peu les émotions du match et puis après c'est un peu match calme. Si après c'est le ping-pong, ça aller-retour, eux ils ont la classe aussi, ils ont des sacrés joueurs, alors il s'est marqué. Alors pour ça il faut faire vraiment attention aussi. Merci Joël, bonne suite. Pareillement. Oui, Joël Vermine qui rend hommage aux super joueurs de Langnau. Alors oui, ça a tenu un moment avec la ligne des étrangers, avec un powerplay qui fonctionne. Mais Stéphane, Langnau, on fait un peu la grimace quand même quand on voit jouer cette équipe. C'est une équipe à la dérive. Hein. C'est 32 points cette année. Là. C'est pas énorme. Hein. C'est une saison. On savait qu'on a quand même 4 étrangers top-notch, honnêtement. Ils font un paquet de points. Mais après ça, après les étrangers, là, c'est le néant. Il y a Huguenin qui fait quand même une saison raisonnable en termes de points. Et puis, si vous regardez défensivement, c'est catastrophique. Et là, on parle de plus en plus d'un changement d'entraîneur du côté de Langnau. Hein? Mark Eichmann serait déjà sur le téléphone, semble-t-il, pour trouver un remplaçant à Jason O'Leary. Donc, il n'a pas appelé Serge, je vous le dis tout de suite. Si les gens, je dis pas ça parce que Serge est sur le plateau, mais Serge va l'appeler demain. Il est activement à la recherche d'un entraîneur, semble-t-il, pour terminer la saison. Donc... à voir, mais ça ne changera pas forcément, peut-être pour préparer la suivante alors du coup.
Peut-être. Peut-être. On verra, on verra. Il nous reste un match à voir, hein, le résumé du dernier match entre Rapperswil et Ambri Piotta. Rapperswil qui ce soir inaugurait des maillots vintage sortis tout droit des années 80. Stéphane parlait de la DeLorean, là on l'a mis en 3e vitesse minimum. Donc les années 80 où tout le monde jouait en jaune et bleu, Davos, Arosa, où Rapperswil était presque déjà dans le canton des Grisons. Et puis Nifeler et Cons se disent qu'il va y avoir du travail ce soir. Et bien c'est Cons qui va être mis en première, qui va être pris à défaut en premier après 4 minutes. C'est Nando Eggenberger qui marque pour son retour au jeu. Eggenberger qui avait été un petit peu dans le dur, Serge, à Davos avant de retrouver son envol du côté des Saint-Gallois. Oui, c'est encore un but. On parle justement, on a parlé souvent ce soir justement des joueurs qui savent se créer de l'espace devant le filet adverse. C'est encore un bon exemple ici avec Eggenberger justement qui se libère et puis qui saute sur le rebond libre pour marquer le premier but du match. Et puis 5 minutes plus tard, c'est Daniele Grassi, l'ancien joueur de Berne, qui arrive à se jeter sur Nifeler pour égaliser. On est allé voir si ce but était valable. Stéphane, finalement, ça a été accordé. Il y a de la circulation pas mal. Là. Il y a un contact avec le gardien. Grassi, lui, si le puck est déjà dans le demi-cercle, il a le droit finalement d'aller le chercher. Évidemment, regardez bien. Hop, hop. Moi, je pense qu'il ne pousse pas le gardien en 2 coups, hein, 2 fois. Le puck est visible. Tant que le puck est visible, s'il touche le puck en premier et touche le gardien ensuite, ça va. Dans un premier temps, il n'a pas touché le puck. Donc, il a poussé la jambière du gardien. On va le voir ici, à mon sens. Regardez. Là, il touche. Ouais. Un but à l'arrache, un petit peu quand même. Là, les gars, je ne sais pas, vous autres pensez quoi? Il y a une obstruction sur le... Dans la mesure où il pousse la jambière du gardien, puis la jambière pousse le puck. Après, quand il le reprend, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais c'est l'action avant, où il pousse la jambière. Il dérange le gardien. Serge, comme coach, ça aurait été fâché ou non? Bon, disons que là, je vais faire bon joueur pour Ambri, étant donné qu'ils ont un but très litigieux contre Zug l'autre soir. Oui. Alors là, je pense que les arbitres ont dit il est bon. Ah, tu crois que ça va comme ça? Non, que les arbitres ont compensé la décision du match d'avant. Non. Moi indépendamment du but contre Zug, je crois que le but est bon. C'est un bon but. Je crois que le but est bon. Pour dire aux gens, il y a eu un but contre Zug, le but égalisateur, le 2-2 ou le 3-3, je pense que c'est 2-2 cette semaine contre Zug à la maison. Cons fait un super arrêt contre Kovar, mais là, le gant est dans les airs, peut-être au-delà de la ligne. Les arbitres sont allés voir la vidéo, ils ont jugé avec la caméra depuis au-dessus du goal, avec l'effet parallaxe. Le gant était dans les airs, puis je pense qu'ils ont sorti la règle, le compas, la feuille, les lunettes, puis ils ont fait un trait. Mais je pense que c'était pas une bonne décision, à mon avis. En tout cas, je peux vous dire que du côté du Tessin, on a vécu ça comme une injustice, hein, quelle tragédie. On va partir au deuxième tiers et après 1 minute 37 seulement, Regin, le Danois d'Ambri, va marquer. Et il va de nouveau y avoir quelques discussions puisque vous avez vu que la cage a bougé, hein, Geoffrey. Ouais, j'aimerais bien le voir depuis en haut, celui-là. Parce que c'est vrai que... Est-ce que la cage bouge avant voilà. On va voir, hein, c'est Nifeler là qui pousse cette cage. Alors, on va l'expliquer parce que ça arrivait à NHL hier. Il y a un but controversé, un but gagnant de Kourachev contre Montréal hier. Alors, si la cage est déplacée avant le but, ce qui est le cas, la cage, quand le puck rentre, la cage est déplacée. Mais si la cage est déplacée par l'action d'une équipe à la défense, gardien ou joueur, si de toute évidence le puck allait passer entre les deux poteaux, même si la cage est déplacée, puis de toute évidence le puck, si la cage n'avait pas été déplacée, le puck aurait quand même rentré, on donne le but. D'accord. Est-ce qu'on a le même règlement à NHL qu'on a le règlement à IHF ici? Oui, c'est pour ça c'est le même règlement. Dans la mesure où le joueur a déjà commencé son shoot, si la cage s'est déplacée par un joueur à la défense à ce moment-là et que le shoot est cadré, même si la cage est déplacée au moment de l'action. Serge, là, on ne peut pas quand même dire que c'est Nifeler qui se dit « Oula, c'est pas bon pour moi, je pousse un peu cette cage et on arrête le jeu ». Comme ça, pour le règlement, c'est clair pour tout le monde. Mais là-dessus, effectivement, Nifeler paraît mal parce qu'il pousse carrément le filet hors de ses amarres. Mais il est responsable justement de l'avoir poussé. C'est pour ça que les arbitres ont donné. Vous voyez où passe le puck? Le puck passe quasiment clairement au-dessus de la jambière. Mais si le puck passe dans l'air, s'il déplace la cage, puis parce qu'il déplace la cage, ça ouvre l'angle, puis le puck passe, aurait été non cadré, on ne peut pas accorder le but. Entre le poteau voilà, et la voilà. Mais là, il est cadré ouais. de toute façon parce qu'il dévie sur Nifeler. Donc voilà.
Il y a eu 2 autres buts dans ce deuxième tiers. 2 autres buts. Un de Michael Fora qui est tombé en power play. C'est le 3e but de la saison. Un coup de fusil pris pas loin de la ligne bleue. Il a même réussi à s'avancer un petit peu. Geoffrey, c'est dur à stopper ce genre de shoot. Très bon shoot. Très bon shoot. Puis on voit la passe à une main de Pestoni qui perd son puck, qui arrive à refaire une passe seulement une main. Regardez, on va voir la Pestoni. Hop. Une superbe passe, un très bon shoot, un premier poteau dans la lucarne. Niffler est un peu, on voit qu'il n'est pas très content parce qu'apparemment son défenseur lui bouche la vue. Et regardez ça, 3 secondes avant la sirène, Macmillan va aller battre Niffler sur une superbe ouverture, Stéphane, de Michael Fora. Il a drivé le net, comme on dit, il a contourné le défenseur, la passe était bonne, donc ça va bien. Quand tu as un puck en mouvement, les attaquants, ils adorent ça. Quand tu es en pleine vitesse, puis tu as le puck sur le tape, là, puis les défenseurs sont pris les pieds plats, c'est tellement plus facile. Hein? Regardez, il a eu le puck en pleine vitesse, contourne, protège le puck avec sa jambe, la canne du défenseur gicle contre sa jambe et contourne ça, c'est vraiment un très, très, très beau but de hockey. Puis il a étendu les bras, Niffler a fait un bon déplacement, mais il a étendu les bras, regardez, protège la rondelle, contourne le gardien avec ses mains, rabanne ses poignets, là, c'est très, très, très bien joué. On se souvient que Macmillan avait aussi réussi un spinorama juste devant Van Pottelberg, il me semble. C'était aussi, il a déjà montré que face au but, il était plutôt pas mal. 3e tiers maintenant. Červenka, le Tchèque top scorer de Rapperswil, va redonner l'espoir aux Saint-Gallois sur un jeu absolument exceptionnel, le pif du goal. Lui, c'est le talent, là, Geoffrey, qui s'exprime. Oui, parce qu'on ne se rend pas bien compte, mais le puck, il est en l'air, il arrive juste à le taper quand le puck retouche la glace, regardez, boum. Et ça, c'est... il faut du talent pour faire ça, je veux dire. Ça, c'est quelque chose, malheureusement, que tu l'as ou tu l'as pas. Je veux dire, c'est à l'instinct, et lui, il a énormément d'instinct. C'est un mec... qui a un talent en dessus de la moyenne, qui va aller aux Jeux Olympiques aussi, qui a été sélectionné avec l'équipe de Tchéquie. Donc, et là, on voit dans la cage vide, c'est Matt D'Agostini qui scelle le score final. Pour revenir à Červenka, Serge, il était à Fribourg, il performait, il était à Zurich, il a été gravement blessé, thrombose et tout, mais il était encore là, et là, il continue. On a l'impression que le temps n'a pas de prise sur Roman Červenka. Oui, depuis des années, c'est un des meilleurs joueurs de notre championnat. Il y a toujours un impact dans le match. Et puis ce soir, encore une fois, il a marqué son but. Et puis c'est pas pour rien qu'on le retrouve, je crois, 2e marqueur du championnat en ce moment, tout près de la tête des marqueurs. Là, ça va faire du bien à Ambry. Les gars, Ambry, c'est quoi? 2 victoires, 2-3 victoires dans les 14-15 dernières. C'est une équipe qui était au fond du trou, honnêtement. Moralement, c'était compliqué. Ça va leur faire le plus grand bien. Et là, ils se rapprochent de Berne. On en a parlé tout à l'heure. Berne qui a perdu ses 2 derniers. Berne qui joue à la maison demain contre Genève. Peut-être qu'on aura une lutte pour... Oui, il y a encore un Lausanne-Ambry, c'est juste. Un Lausanne-Ambry dimanche aussi. Ouais. On va jeter un coup d'œil aux résultats qu'on va récapituler. Résultats de cette soirée, les 3 matchs. Genève Servette s'impose au Vernet 5-1 contre Langnau. Rapperswil battu par Ambry à la St. Galler Cantonal Bank Arena. Et puis Lausanne qui s'impose 4-3 à la Vaudoise Arena au classement. Gotteron est toujours en tête. Intéressant de voir que Lausanne reprend l'avantage potentiel de la glace s'il devait être en pré-playoff 8e. Et puis Ambry, comme Stéphane l'a dit, qui se rapproche de Berne à Joie, et les Langnau Tigers joueront probablement plus après la fin de la saison régulière. Voilà, on a fait le tour de cette soirée de National League. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour Backcheck le Talk. On va évoquer le retour de Grégory Hoffmann dans le championnat de Suisse et puis la course pour accueillir le Mondial 2026. Est-ce que ce sera la Suisse? Est-ce que ce sera à Lausanne, à Fribourg ou à Zurich? À Zurich, c'est à peu près sûr. On vous le dit déjà. On se retrouve tout de suite pour Backcheck le Talk. C'est tout de suite là.